Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Sage 50 Canada sur la fin d'année 2024. Je m'appelle Ivana, c'est moi qui vais faire cette présentation aujourd'hui et je suis aussi rejointe par ma collègue Dorcas. Bonjour, Dorcas je va suis être là, Dorcas. Dorcas va être là à la fin de cette présentation pour m'aider à répondre à vos questions. Alors, comme vous pouvez le voir, le micro est désactivé. Mais vous devriez avoir le clavardage est aussi désactivé, mais vous avez accès à la section Q&R où vous pouvez nous envoyer vos questions tout au long de la présentation et on répondra au plus de questions possibles à la fin, après la présentation. Alors, il y a peut-être des moments dans la présentation où je vais aller un peu vite sur certains sujets. Ne vous inquiétez pas, la présentation est enregistrée et tout va être mis en ligne ensuite pour que vous puissiez revoir la présentation si besoin est. Alors, du coup, donc, je vais démarrer. Aujourd'hui, ce dont on va parler, donc je vais vous faire une petite présentation du centre de fin d'année qui a été préparé pour vous. Je vais vous montrer comment installer la mise à jour du logiciel et vous donner donc les meilleures astuces pour faire une installation réussie. Et ensuite, donc, je vais vous parler de la préparation de la fin d'année pour donc clôturer la paye pour 2024, mais aussi comment préparer la fin de l'exercice. Je vais ensuite vous montrer toutes les ressources qui sont à votre disposition pour préparer cette fin d'année. Et ensuite, comme je le disais, je répondrai au plus de questions possibles. Voilà, donc tout d'abord, je vais vous parler du centre de fin d'année. Le centre de fin d'année, c'est une ressource, un site internet qu'on a mis en place avec les réponses à la plupart des questions qui nous sont envoyées, qui nous ont été envoyées les années précédentes sur en fait toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport à que faire et comment réussir cette fin d'année dans le logiciel Sage 50, avec du coup une question avec toutes les fonctions dans le logiciel, une section de formation avec des formations gratuites, une section mise à jour où vous allez avoir tous les liens de téléchargement, les articles techniques, toutes les informations, dès qu'on a des informations par rapport aux dates des sorties des mises à jour, tout est mis à disposition ici. Et ensuite, une section liste de contrôle où vous allez avoir étape par étape tout ce que vous devez faire lors d'une fin de mise à jour. Et du coup, un peu plus tard dans la présentation, je vous montrerai en particulier cette section. Alors, donc, je vais parler de la mise à jour du logiciel 2025. Donc, c'est une mise à jour que probablement une bonne partie d'entre vous avez déjà fait. Donc, je vais quand même repasser parce que les informations que je vais donner sont valides pour toute mise à jour de Sage 50. Et une fois donc je vous aurai parlé des étapes, je vais aussi vous faire une démonstration de cette mise à jour en direct. Donc la chose à savoir, c'est qu'il y a quelque chose à préparer avant de faire la mise à jour en elle-même. Et une de ces choses est quelque chose qui est un peu différent des années précédentes, puisque il va falloir, entre autres, vérifier l'adresse courriel de l'utilisateur principal. Alors, je vais vous montrer exactement ce que j'indique par cela. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez installer ce logiciel 2025 même si vous n'avez pas fini l'année l'année civile ou l'exercice 2024. Ça ne changera absolument rien au niveau des dates de transaction ou des dates de l'année de votre logiciel. Vous pouvez d'ores et déjà installer le logiciel 2025. Donc, chose très importante, il va falloir noter avant la mise à jour donc l'adresse courriel principale, vérifier que la mise à jour est prête à être installée sur votre ordinateur et sauvegarder vos données. Donc, cette histoire d'adresse courriel, donc par défaut et par sécurité, le logiciel Sage 50 vous demande de paramétrer une adresse courriel principale dans le système. Vous pouvez accéder à cette adresse courriel en allant dans la configuration sous la section utilisateur, définir utilisateur et rôle. Vous allez avoir cette page ici qui va s'ouvrir où vous avez en fait par défaut, l'utilisateur principal s'appelle sysadmin et une adresse courriel a probablement déjà été demandée par le logiciel par sécurité en fait pour être associée comme étant l'adresse principale de votre fichier.
Vous avez peut-être d'autres utilisateurs sur cette page, si vous partagez le fichier à d'autres personnes, mais c'est quand même le sysadmin qui est responsable du fichier et donc responsable des mises à jour. Si vous vous rendez compte, au moment où vous faites cette vérification, que l'adresse courriel qui est ici est incorrecte et que quand vous allez dans la section modifier, l'adresse courriel est grisée, vous ne pouvez pas la changer, c'est une étape où il va falloir contacter le service d'assistance parce qu'on va devoir vous aider à changer cette adresse courriel. Donc, mettons que ce soit l'adresse courriel d'un ancien employé qui n'est plus avec vous maintenant. Il va falloir mettre à jour cette adresse courriel avant de pouvoir faire la mise à jour. Donc ensuite, une fois que vous avez vérifié l'adresse courriel et que tout est correct avec, vous pouvez aller dans la section Aide du logiciel pour vérifier les mises à jour du produit. Et si la mise à jour est prête à être installée, vous allez voir ce message ici qui va apparaître vous disant que la mise à jour a été téléchargée et est prête en installation. Si vous n'avez pas ce message, vous allez probablement avoir un message vous indiquant que la mise à jour est prête à être téléchargée avec un icône vous demandant si vous voulez la télécharger. Vous pourrez cliquer sur télécharger et ensuite vous pourrez retourner à quelques minutes ensuite dans cette section pour vérifier que vous avez bien ce message ici qui est prêt à l'installation. Et avant de faire cette installation, il va falloir faire une copie de sauvegarde. Pour cela, donc vous pouvez aller dans Fichier, Copie de sauvegarde, bien renommer le nom de la copie de sauvegarde pour ne pas remplacer une copie de sauvegarde qui est déjà sur votre ordinateur. C'est toujours bien de faire des sauvegardes différentes sans remplacer celle qui est déjà sur votre système. Donc vous pouvez voilà, renommer la copie de sauvegarde, choisir son emplacement et cliquer sur OK pour faire la sauvegarde. Une fois que cette sauvegarde est faite, comme vous avez déjà vérifié que la mise à jour est prête à être installée, vous pouvez juste fermer le logiciel et vous devriez avoir une fenêtre de mise à jour qui va s'ouvrir, vous demandant simplement si vous voulez l'installer maintenant. Donc si vous êtes prêt, vous avez fait toutes les étapes dont on a parlé, vous pouvez cliquer sur Installer maintenant. Et du coup, ça va ouvrir l'assistant d'installation du logiciel où donc vous avez quelques étapes. En général, il faut juste accepter l'accord d'utilisation du logiciel et ensuite cliquer sur Suivant jusqu'à ce que l'installation soit faite. Et là, vous pouvez cliquer sur Terminer. Le logiciel va s'ouvrir. Vous pouvez réouvrir votre fichier. Le logiciel vous montrera une page vous demandant si vous voulez mettre à niveau l'entreprise, donc pour convertir de la version que vous avez actuellement vers la version 2025. Le logiciel fera une seconde copie de sauvegarde. C'est bien important de garder ceci coché par sécurité. Et vous pourrez directement cliquer sur Démarrer. Et une fois que vous aurez cliqué sur Démarrer, le logiciel va vous demander de vous connecter à l'adresse courriel qu'on a vue, de l'adresse courriel de l'utilisateur principal. Et c'est là où il faut bien faire attention d'entrer cette adresse courriel et le mot de passe qui est associé. Si vous ne vous souvenez plus du mot de passe, vous pouvez réinitialiser le mot de passe directement ici. Et ensuite, voilà, vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, le logiciel s'ouvrira directement sous la version 2025. Donc voilà, donc je vous ai parlé de toutes ces étapes. Je vais vous faire une démonstration maintenant de tout cela. Du coup, alors je vais aller dans mon fichier ici et je vais commencer par vérifier l'adresse courriel principale. Donc comme j'ai dit, en allant dans la configuration et dans définir utilisateur et rôle. Une fois que j'arrive ici, donc je vois bien, j'ai un utilisateur sysadmin, une adresse courriel qui lui est associée. Et ce que je l'indiquais plus tôt pour savoir si l'adresse était grisée ou non, en fait, c'est quand vous allez dans Modifier ici, vous pouvez voir ici, c'est grisé. Je n'ai pas du tout accès. Je vois bien que je suis en sysadmin mono-utilisateur en bas à droite ici. Et tout est grisé. Si je devais changer cette adresse courriel, elle était incorrecte, je devrais contacter le support pour que le support m'aide à changer cela. Si c'était sur fond blanc et que je pouvais le changer comme la case au-dessus de mot de passe, directement, je peux la changer et je pourrais faire ma mise à jour. Dans le cas ici, donc c'est mon adresse correcte, donc tout va bien. La seule chose, c'est voilà, je dois bien me noter l'adresse quelque part. Et donc je peux fermer cette fenêtre, fermer ici et vérifier maintenant dans le menu Aide si ma mise à jour est prête à être installée.
Là, donc, je clique sur vérification de mise à jour. La mise à jour est prête à être installée. Parfait. Donc, il me reste une étape qui est de vérifier, qui est de faire une copie de sauvegarde. Donc, je peux faire une copie de sauvegarde. Donc, du coup, ici, je changerai le nom ici. Conversion 2025 pour être sûr que je fais ma mise à jour, je ne remplace aucun fichier. Toutes mes copies de sauvegarde sont sécurisées. Et là, du coup, j'aurai que à appuyer sur OK pour faire la mise à jour. Alors, durant cette démonstration, pour avoir le plus de temps possible de répondre à vos questions à la fin, je ne vais pas faire la mise à jour ici, mais en temps normal, je cliquerai sur OK pour faire la mise à jour. Voilà, donc une fois que toutes ces étapes sont faites, je peux maintenant fermer mon fichier. Et voilà, j'ai ce message qui me dit que je peux faire l'installation. Donc, je choisis d'installer maintenant. Donc, j'ai déjà fait ma copie de sauvegarde, donc je n'ai pas besoin d'en faire une seconde. Et donc, le logiciel se ferme et je vais avoir le logiciel 2025 qui va s'ouvrir. Voilà, alors, ça devrait être en français. Donc, j'ai mon contrat de licence, que vous pouvez lire le contrat pour ensuite l'accepter. Et puis ensuite, donc, je peux cliquer sur suivant. Je ne sais pas trop pourquoi le logiciel est passé en anglais, mais donc c'est bien, normalement, ça sera en français sur vos ordinateurs. Et vous pouvez cliquer sur suivant. Et voilà, le logiciel va s'installer. Et donc, la dernière étape où j'ai cliqué sur suivant, le logiciel va installer un second icône en plus de l'icône du logiciel, qui est un icône vers le centre de ressources. Le centre de ressources qui est en fait un site internet sur lequel vous allez trouver toutes les informations liées à Sage50, que ce soit les articles, si vous avez rencontré des messages d'erreur, si vous avez des questions par rapport au comportement du logiciel, ou le centre de formation. Tout est en fait directement, c'est un raccourci qui va vous amener directement sur notre site officiel pour avoir l'accès aux informations de Sage50. Voilà, donc c'est cette icône ici qui apparaît en plus de l'icône 2025. Voilà, donc l'installation est finie, je peux cliquer sur terminer et le logiciel va s'ouvrir. Et je peux donc rouvrir mon fichier. Ça va me demander de mettre à niveau. Alors, comme vous pouvez voir, j'étais dans la version 2024.2, mais toutes ces étapes sont aussi valides si j'étais sur une plus ancienne version du logiciel. C'est vraiment les mêmes étapes, vérifier l'adresse courriel, vérifier la mise à niveau et faire la copie de sauvegarde avant de faire la mise à jour. Donc ici, je peux cliquer sur démarrer. Ouais, donc ça va faire une seconde copie de sauvegarde. Et c'est ici où le système demande l'adresse courriel et le mot de passe associé. Donc, je vais récupérer mon adresse courriel, la placer dans le système, mettre mon mot de passe. Si ce n'est pas déjà fait, le logiciel va demander par sécurité de créer
une authentification de facteurs. Donc, vous pouvez associer à l'adresse courriel à une application de sécurité ou un numéro de téléphone et vous recevrez un chiffre, un code de sécurité que vous pourrez entrer pour vous connecter à votre compte. Donc, j'ai mon application, je vais entrer mon code de sécurité. Et ici, voilà, si je clique sur continuer, le logiciel va s'ouvrir. Voilà, et je suis maintenant dans la version 2025 du fichier. Si je retourne ici, voilà, c'est bien indiqué lancement 2025. Et voilà, et du coup, ça c'est l'installation du logiciel 2025 sur un ordinateur. Il peut y avoir certaines situations où votre fichier est en fait sur un serveur ou partagé entre différents ordinateurs via un réseau. Et du coup, dans ces situations, il faudra bien faire attention de toujours installer le logiciel 2025 en premier sur le serveur. Parce que si vous n'installez pas 2025 sur le serveur, vous ne pourrez pas utiliser 2025 sur votre ordinateur. Toujours le poste sur lequel le logiciel est enregistré, le fichier est enregistré, c'est le poste qui doit être mis à jour en premier pour cette mise à jour 2025.0. Si ce n'est pas le cas, vous aurez des messages d'erreur de ce type où ça indiquera que le gestionnaire de connexion n'est pas installé ou que le gestionnaire de connexion doit être mis à jour. Une fois que vous avez mis à jour le fichier sous 2025, tous les postes de travail où le fichier va être ouvert doivent utiliser le logiciel 2025. Et seul l'administrateur du système, donc le profil sysadmin que je vous ai montré, seul ce profil peut convertir les fichiers vers la nouvelle version. Pourquoi c'est important d'installer 2025.0 maintenant ? Parce que c'est l'installation au niveau technique qui est la plus grosse de l'année, puisque c'est l'installation qui affecte le gestionnaire de connexion et donc affecte votre serveur ou votre ordinateur principal. Donc, c'est potentiellement une mise à jour qui va peut-être, si vous avez un centre informatique qui vous aide, des techniciens informatiques, ça va peut-être devoir demander leur intervention pour faire la mise à jour, ce qui prend du temps potentiellement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous utilisez le module de paye dans le logiciel 2025, ce logiciel est obligatoire pour avoir les nouvelles mises à jour 2025. Le logiciel 2024 ne recevra pas de mise à jour pour la paye 2025. Donc c'est vraiment, vous devrez de manière obligatoire utiliser le logiciel 2025 pour créer vos chèques de paye en 2025. Donc si vous rencontrez un problème lors de cette installation, c'est mieux de faire cette installation actuellement parce que vous avez le temps de le prévoir peut-être en ce moment et surtout potentiellement, si votre technicien informatique n'y arrive pas, si vous ne trouvez pas les solutions en ligne directement, vous allez peut-être devoir nous contacter. Et le mois de décembre est un mois où nous avons moins d'appels que le mois de janvier qui a énormément de questions, où énormément de personnes ont des questions par rapport au support du logiciel, par rapport à la fin d'année, l'installation. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de nous joindre et d'avoir de l'aide rapidement au mois de décembre plutôt qu'à d'attendre le mois de janvier. Donc vraiment, c'est important de faire cette mise à jour maintenant pour être sûr que tout est fait rapidement et sans problème. Voilà, donc c'est tout sur cette installation. Si vous avez des questions, je vous rappelle, n'hésitez pas à nous les envoyer dans la section Q&R pour que nous les recevions et qu'on puisse répondre à vos questions d'ici la fin de cette présentation. Et une nouvelle fois, je vous rappelle, cette présentation est enregistrée et sera mise en ligne un peu plus tard directement pour que vous y ayez accès de nouveau. Je vais maintenant commencer à vous parler de la préparation pour la fin d'année dans le logiciel. Donc, Sage 50 a 2 années, 2 types d'années. Donc, il y a d'un côté l'année financière et de l'autre côté l'année civile. L'année civile, c'est vraiment celle qui suit le calendrier. Elle va du 1er janvier au 31 décembre. Et c'est l'année de logiciel qui est utilisée pour tout ce qui est module de paye. Donc,
quand vous démarrez une nouvelle année civile, toutes les informations des employés au niveau de la paye, tous les montants vont être remis à zéro. En opposition, l'année financière, c'est une année qui suit donc l'exercice comptable de votre entreprise. Donc potentiellement, les dates sont les mêmes que l'année civile ou sont des dates complètement différentes selon votre entreprise. Et ce qui se passe lorsque vous commencez un nouvel exercice, c'est que tous les comptes de charges et de produits vont être clôturés. Le revenu net est transféré au compte de bénéfices non répartis et les soldes des comptes de charges et produits sont remis à zéro. Donc c'est vraiment le logiciel a deux types d'années dans le système et il faut vraiment donc suivre l'année qui vous laissez vraiment dépendant, l'année financière vraiment dépendante de votre entreprise. Alors, en premier temps, je vais vous parler de ce qu'il faut faire pour terminer, clôturer la paye 2024. Alors, en tout premier lieu, il va falloir vérifier l'intégrité de vos données. Il va falloir vérifier que les comptes balancent correctement pour tout ce qui est vacances des employés et avances des employés. Ensuite, vous allez devoir imprimer le rapport de fin d'année, qui est donc le rapport RGAP pour revenus des gains assurables et ouvrant droit à pension. Donc, c'est un rapport qui, en général, pose un certain nombre de problèmes parce qu'il n'est pas très bien compris. Dans le sens que voilà, c'est un rapport qui ne peut être utilisé, donc il ne peut être utilisé qu'en fin d'année, après que tous les chèques de paye des employés aient été postés pour assurer donc les cotisations à l'assurance emploi et au régime de pension ou régime des rentes du Québec. C'est vraiment important. Il ne doit être utilisé vraiment que lorsque tous les chèques de paye sont postés et il n'est valide que si tous les chèques de paye, si le nombre de chèques de paye correspond au nombre de périodes de paye configurées dans le système. C'est-à-dire que si vous avez des employés, un employé qui a été configuré au début de l'année comme il est payé une fois par mois, donc il devrait y avoir 12 périodes de paye. Mais en fait, cet employé n'a commencé qu'au milieu de l'année, donc même s'il est payé une fois par mois, il est configuré pour 12 périodes de paye, mais vu qu'il n'a commencé qu'en juillet, il n'a reçu que 5 chèques de paye. Ce rapport ne sera pas fiable et indiquera qu'il y aura des problèmes au niveau du RPC ou du RRQ, alors que potentiellement, le logiciel a très bien calculé, c'est juste que le rapport n'est pas utilisable dans ce cas ici. De la même manière, si vous avez changé les périodes de paye dans le système au cours de l'année pour l'employé, les calculs dans ce rapport seront incohérents et le rapport indiquera des problèmes qu'il n'y a en fait pas. Je vais revenir directement dans le logiciel pour vous expliquer cela, parce que c'est vraiment une partie très importante qui pose en général beaucoup de problèmes. Alors, je vais retourner du coup, vous montrer ce rapport. Alors, il est accessible directement sous rapport, paye et rapport de fin d'année. Donc, quand on ouvre, on doit sélectionner nos employés, sélectionner l'année qu'on souhaite voir. Donc, si il est ouvert ici, voilà, donc je vais pouvoir voir le salaire brut, le salaire cotisable, ce qui a été déduit pour les employés pour le RPC ou le RRQ, ce que le logiciel indique comme excédentaire, et c'est ça dont on va parler juste ensuite. Donc, même chose pour le RPC2 ou RRQ2 qui est nouveau depuis cette année 2024, avec ce qui est excédentaire, les gains assurables, les montants déduits d'assurance emploi et s'il y avait des montants déduits en trop ou insuffisamment. Donc, comme on peut le voir ici, tout semble correct pour mes employés au niveau de l'assurance emploi, ça semble correct au niveau du RPC2, RRQ2. Par contre, on a un problème au niveau de la régime des rentes ici pour les employés, puisque le logiciel m'indique qu'il y a un montant excédentaire pour ces employés.
Alors, vous allez voir, il y a beaucoup de ces employés où le montant en fait est inférieur à 1 $. C'est vraiment une histoire d'arrondissement de calcul. Et ces arrondissements, l'ARC n'en tient pas compte. Donc, on peut en fait demander au logiciel de ne pas afficher ces écarts et on peut choisir à partir de quel montant on ne veut pas avoir ces écarts ou c'est vraiment des écarts d'arrondissement du logiciel qui sont tout à fait normaux. Donc, on peut ici réduire les paramètres. Et donc, si je fais cela pour ne plus voir ces écarts, on voit que j'ai quand même 2 employés qui ont un montant ici calculé qui est excédentaire. Donc, on doit aller voir, on doit vérifier qu'est-ce qui s'est passé pour que ce rapport indique un problème. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est avoir le même problème l'année suivante. On doit vérifier que les paramètres sont corrects pour mes employés. Du coup, ce que je peux faire, c'est directement depuis le rapport, double-cliquer sur le nom de mon employé. Et ça va m'ouvrir le rapport du détail des employés où je peux voir directement pour l'année courante, l'année que j'avais sélectionnée en rapport RGAP, je peux voir les nombres de chèques de paye qui ont été donnés. Donc je peux voir, j'ai 5 chèques de paye ici qui avaient été donnés dans cet employé. Il semblerait que cet employé ait commencé à travailler en juillet pour être payé le 1er août. Donc ici, je peux vérifier, il va falloir que j'aille vérifier mes nombres de périodes pour lesquelles l'employé avait été sélectionné. On voit qu'il est payé une fois par mois, donc ça devrait être un 12 chèques de paye donnés sur l'année. Donc je vais double-cliquer une nouvelle fois sur le nom de l'employé pour aller à ces informations. Et si je vais dans la section revenus, je peux voir le nombre de périodes de paye. Le nombre de périodes de paye est correct, c'est bien ce qu'il me faut, puisque l'employé est payé une fois par mois. Il est censé recevoir 12 chèques de paye dans l'année, donc ceci est tout à fait correct. Mais comme il n'a travaillé que quelques mois dans l'année pour moi, le logiciel RGAP ici n'a que il n'est pas en fait valide pour cet employé. Le calcul est correct. L'employé a probablement travaillé pour une autre compagnie avant et donc a payé un RPC ou un RRQ pour l'autre employé. Et donc, au niveau du travail dans mon entreprise, cet employé, le montant de RPC prélevé est tout à fait correct. Le paramètre est correct, donc je n'ai rien à faire pour cet employé. Je vais voir maintenant le second employé ici. Donc, même chose, je vais double-cliquer sur son nom. Et là, je peux voir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Donc, j'ai bien 12 chèques de paye. Et l'employé est pareil, payé tous les mois. Donc, je vais aller voir mes paramètres. Et actuellement, les paramètres de paye sont corrects. Donc, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans l'année qui a causé ce problème. Donc, il va falloir que j'aille vraiment dans ce rapport ici pour voir ce qui se passe. Et là, ce que je peux voir, c'est que le brut n'a pas changé au cours de l'année. L'employé a été payé tous les mois le même montant, mais le calcul du RPC a changé. Donc, quelque chose a changé au cours de l'année. Peut-être que j'ai changé le nombre de périodes de paye dans l'année. Peut-être que j'ai fait une mise à jour tardive du logiciel, mais cela a affecté en fait l'étape de taxe n'était pas correcte pour cet employé et ça a changé ici ce montant. Il semblerait que le paramétrage actuel maintenant soit correct, puisque j'ai 12 chèques de paye. Un employé est payé une fois par mois, 12 chèques de paye, 12 périodes de paye. Donc ceci est correct, mais j'ai un montant ici, en fait, où l'employé a payé trop de RPC dans l'année. Et donc, il y a un problème sur le montant global du RPC au niveau de l'année. Dans un cas comme celui-ci, il va falloir que je consulte un comptable ou directement l'ARC pour que ce comptable m'indique ce que je dois faire au niveau de mes déclarations. La chose la plus importante à savoir, ne modifiez jamais un chèque de paye qui a été posté puisque vous avez déjà payé l'employé et vous avez déjà envoyé ces versements de RPC au gouvernement. Donc, vous ne pouvez plus changer ces chèques de paye ici. Il va vraiment falloir consulter un comptable qui va pouvoir vous indiquer quoi faire dans ce cas ici. Voilà.
J'ai aussi mentionné un peu plus tôt, et je vais le rementionner juste après pour la clôture de l'exercice, j'ai mentionné vérifier l'intégrité de vos données. Et ça, en fait, ça va se faire en allant dans le menu maintenance et vérifier l'intégrité des données. Et vous allez en voir une liste ici qui va comparer sur la première ligne le total des débits versus le total des crédits. Et ensuite, ça va comparer le solde de vos comptes, les soldes des comptes associés versus en fait le solde des informations que vous avez donc pour vos fournisseurs, vos clients, les montants qui sont dus. Et de chaque côté, en fait, tout devrait être égal. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a probablement des transactions d'ajustement à faire, mais chaque ligne est différente. Je ne vais malheureusement pas pouvoir passer à expliquer les détails pour chaque ligne, mais dans les ressources que je vais vous donner plus tard, vous allez pouvoir trouver des articles qui expliquent chaque ligne ici, comment corriger ce problème. Mais une nouvelle fois, c'est probablement un problème que vous allez devoir voir avec votre comptable, puisque c'est vraiment un problème au niveau de la comptabilité où quelque chose n'est pas reconnu correctement. Voilà. Alors, je vais retourner sur la présentation. Et maintenant donc, que j'ai parlé de la clôture pour la paye, je vais vous parler de la clôture de l'exercice. Et donc, comme je disais, première étape, vérifier l'intégrité de vos données. Il va falloir ensuite imprimer les rapports financiers de fin d'année, donc tout ce qui est état des résultats, tous vos rapports financiers que vous devez garder, pardon, tous les rapports financiers, vous allez devoir donc les imprimer. Il va falloir ensuite effectuer les ajustements de fin d'année. Alors, ces ajustements de fin d'année, c'est en général donc ce que je disais juste avant, si vous avez un problème d'intégrité de vos données, les ajustements de fin d'année, c'est votre comptable qui va vous donner des transactions à poster en général, ou le comptable va les faire directement. En général, c'est des transactions dans le journal général qui vont être faites pour ajuster des balances de compte. Et alors, cette étape, forcément, comme vous devez travailler avec votre comptable, c'est votre comptable qui va vous donner ces transactions. En général, elles ne vont pas être faites à la fin du mois de décembre, elles vont être faites peut-être 6 mois plus tard. Et Sage 50 est conçu pour ce type de transaction puisque vous pouvez commencer la nouvelle année 2025, mais vous allez pouvoir toujours continuer à travailler dans le logiciel dans l'année 2024 pour entrer des transactions ou ajuster des transactions si besoin est. Donc, même si vous avez commencé l'année 2025, le logiciel ne vous bloque pas pour l'année 2024. Vous pouvez travailler dans l'exercice, dans le courant, qui sera l'exercice 2025, mais aussi un exercice précédent, l'exercice 2024. Donc, commencer la nouvelle année ne changera pas, ne vous bloquera pas pour faire ces transactions d'ajustement. Et comme toujours, ensuite, il faudra donc, avant de commencer la nouvelle année, sauvegarder vos données, faire une copie de sauvegarde, et avant de pouvoir commencer la nouvelle année. Pour commencer la nouvelle année, alors, ce qu'il va falloir voir, et contrairement à ce que je viens de dire, donc vous pouvez continuer à travailler dans l'année 2024, sauf au niveau de chèque de paye, parce que les chèques de paye, comme j'ai dit, le module de paye suit l'année civile. Et en fait, ce qui se passe quand vous allez commencer l'année 2025, le logiciel ne calculera plus automatiquement la paye de 2024. Donc, vous ne pouvez pas commencer l'année 2025 si vous n'avez pas posté tous les chèques de paye 2024. Ou alors, si vous le faites, vous ne pourrez plus utiliser l'option chèque de paye en série et vous ne pourrez plus utiliser le calcul automatique de la paye dans l'année 2024. Le calcul automatique de la paye ne fonctionnera que pour l'année 2025 si vous commencez l'année 2025. Comme toujours, avant de faire quoi que ce soit dans le logiciel, changement donc d'année, changement de logiciel, de version du logiciel, toujours penser à faire une copie de sauvegarde. Et à bien retenir que si votre année fiscale, si l'exercice est le même que l'année civile, le logiciel commencera les 2 années en même temps. Donc, ce que ça signifie, c'est que donc, dans tous les cas, pour commencer la nouvelle année, vous devez aller dans le menu maintenance, débuter le nouvel exercice. Si votre exercice est différent de l'année civile, vous aurez 2 options.
pourrez choisir de commencer l'exercice ou choisir de commencer l'année civile. Mais si les deux sont identiques, si votre exercice est aussi du 1er janvier au 31 décembre, le logiciel commencera les deux en même temps. Donc, bien faire attention. Si vous commencez le nouvel exercice 2025, bien faire attention que vous avez fini toute la paye 2024. Parce que les deux seront faits en même temps. Et donc, vous n'avez cette étape, vous ne devez la faire qu'une seule fois pour commencer les deux. Vous n'avez pas à retourner ici pour commencer une nouvelle année. C'est vraiment les deux se font en même temps. Alors, je vais maintenant parler de la mise à jour de la paye. Donc, ça va être la mise à jour 2025.1. Cette mise à jour va être disponible d'ici la fin du mois. Elle va être d'ailleurs disponible pour les comptables dès lundi prochain. La mise à jour va comprendre les nouvelles tables d'impôts pour la paye 2025, ainsi que les nouvelles exigences pour les T4 et les relevés 1. Le gouvernement a déployé en fait de nouveaux codes qui vont être demandés pour les T4 2024 et les relevés 1 2024. Et du coup, la mise à jour 2025.1 va vous permettre d'avoir accès à ces nouveaux codes. Donc, comme vous allez avoir les nouvelles tables d'imposition, vous allez devoir installer cette mise à jour avant de poster vos premiers chèques de paye pour 2025. Et une chose à retenir, c'est que même si vous faites la mise à jour, donc le logiciel met à jour les codes, les calculs pour l'assurance emploi, le régime des rentes, les régimes de pension, tout ça va être mis à jour, mais au niveau des crédits d'impôt des employés, vous devez faire cette mise à jour vous-même manuellement. Donc pour faire cela, vous devez aller dans le logiciel, dans la maintenance, vous devez aller dans la section mettre à jour les crédits d'impôt des employés. Et ici, vous allez devoir, donc vous verrez quand vous installerez la mise à jour 2025.1, le montant ici sera le montant pour le 1er janvier 2025 qui apparaîtra ici. Et quand ce sera fait, en fait, quand vous aurez cela après la mise à jour et avant de poster votre premier chèque de paye 2025, il faudra donc sélectionner tous les employés en cliquant ici et juste actualiser le montant personnel de base. Voilà, donc vous aurez cette fenêtre indiquant que tout a été mis à jour et ça mettra à jour en fait cette colonne ici pour tous les employés. Et il faudra ensuite faire la même chose au niveau de la taxe provinciale. Donc vous sélectionnez tout le monde, actualiser le montant personnel de base, faire bien attention si vous avez des employés dans plusieurs provinces puisque vous devez le faire pour chaque province une par une. Il faudra bien retourner ici, choisir et actualiser. Donc ça, c'est vraiment avant de poster vos premiers chèques de paye 2025. Pour les T4 et relevés 1, si vous avez le module de paye automatique, vous pouvez imprimer ou créer un fichier électronique pour vos T4 et relevés 1 directement depuis Sage 50. Donc en allant dans le menu Fichier, Importer, Exporter, Transmission électronique des déclarations, et vous avez donc exporter les T4 ou exporter les relevés 1. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que Sage 50 ne se connecte pas au site internet de l'ARC ou de Revenu Québec. Sage 50 va juste créer un fichier sur votre ordinateur et vous devrez aller par vous-même sur les sites internet des gouvernements pour téléverser ces fichiers créés par Sage 50. Et pour rappel, si vous avez plus de 5 employés, le gouvernement vous demande obligatoirement d'envoyer ces rapports électroniquement et non pas par courrier. C'est vraiment, si vous avez plus de 5 employés, c'est obligatoire de les envoyer électroniquement au gouvernement. Voilà. Donc j'ai fini au niveau de la préparation de la fin d'année. Je vais maintenant vous donner en fait toutes les ressources qui vont vous aider pour avoir accès directement en ligne à toutes les informations dont je vous ai parlé et encore plus d'informations qui vont pouvoir vous servir pour cette fin d'année. Donc, la source la plus importante d'informations, ça va vraiment être notre site officiel
avec donc notre site de ressources que vous pouvez accéder donc directement depuis l'icône que je vous ai montré lors de l'installation qui s'installe sur votre bureau. Vous pouvez y accéder depuis l'intérieur du logiciel en allant dans le menu Aide, Soutien de Sage et Centre de ressources, ou vous pouvez directement rechercher dans votre navigateur Internet. Le site Internet est sage.com/ressources au pluriel. Dans ce site Internet, je vais retourner à vous parler du centre de fin d'année et je vais vous amener directement dedans. On va le regarder ensemble. Donc, pour y aller, comme je l'ai dit, donc depuis l'intérieur du logiciel, dans le menu Aide, vous allez dans Soutien de Sage, Centre de ressources. Donc ça va ouvrir le centre de ressources directement et si vous l'ouvrez de cette manière, en plus, ça vous sélectionne directement le Sage 50, les options directement de Sage 50. Sinon, il suffit de choisir voilà, la version française du site et le logiciel directement. Donc, le centre de fin d'année se présente directement ici. Alors, je vais cliquer dessus pour l'ouvrir. Et alors, ce que je vous recommande, c'est directement de l'enregistrer dans vos favoris. Vous pouvez directement cliquer ici pour l'enregistrer parce que c'est probablement une page sur laquelle vous allez pouvoir retourner fréquemment pour faire cette fin d'année. Est-ce que vous avez vraiment accès à toutes les informations et probablement toutes les questions que vous allez vous poser, on va avoir des réponses dans cette page ici. Donc, comme je disais, vous avez énormément d'informations par rapport à tous les sujets de fin d'année, des formations gratuites, des liens pour les mises à jour, les liens à la documentation, toutes les explications. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est vraiment les listes de contrôle. Et entre autres, donc les listes de contrôle de fin d'exercice. Donc c'est vraiment ce dont je viens de vous parler. Vous allez voir, si on va dessus, vous allez avoir en fait toutes les étapes une par une avec comment le faire et si vous rencontrez des problèmes, comment les résoudre. Donc voilà, vous avez par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé d'imprimer les rapports de fin d'exercice. Vous avez ici le détail des rapports dont vous pourriez avoir besoin. Et vous avez cela pour absolument tout. Et la partie dont j'ai expliqué tout à l'heure, mais qui est toujours très compliquée, c'est vraiment ce rapport RGAP. Et ici, vous avez voilà, le détail complet de ce rapport et de comment le lire et comment résoudre des problèmes si vous avez dessus avant de consulter votre comptable. Vous avez vraiment des listes comme cela pour absolument tout au niveau de la fin d'année, avec les T4, vraiment tous les guides pour les relever 1. Vous avez vraiment, tout est vraiment détaillé, expliqué, tout a été construit à partir des questions que nous avons reçues dans les années précédentes. Donc c'est vraiment un centre de ressources qui va être extrêmement important et que je vous conseille vers lequel je vous conseille de vous diriger dès que vous avez une question que vous vous posez par rapport au logiciel Sage 50. Voilà, alors je vous remercie de m'avoir écouté et puis du coup c'est la fin de cette présentation et donc j'appelle Dorcas pour vos questions à laquelle du coup on va pouvoir répondre. Merci, Ivana. Donc, on va directement passer au vif du sujet. Je vais vous lire les questions pour aujourd'hui. On a la première question, c'est si la 21e paye de l'année se retrouve à être payée au début de l'année 2025, est-ce que cela pose problème? Est-ce que je devrais m'arranger pour que la dernière paye passe le dernier jour de décembre? Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que si la date de transaction est en 2025, cette paye va compter pour les T4 2025. Elle va déjà compter pour l'année suivante. Du coup, au niveau des impôts, au niveau de toutes les déductions, ça va être les déductions de 2025 qui vont compter. Ce qu'il va falloir voir, c'est au niveau des périodes de paye, est-ce que les nombres de chèques de paye donnés dans l'année ont déjà atteint les périodes de paye? Par exemple, si vos employés sont payés toutes les 2 semaines, est-ce que vous leur avez déjà donné 26 chèques de paye pour l'année? Ils ne sont pas bien paramétrés pour 26. Si c'est le cas, mettez votre chèque de paye pour 2025 et ça sera le premier chèque de paye de l'année suivante. Voilà, c'est bien, respectez bien le nombre de périodes de paye dans votre système par rapport au nombre de chèques de paye que vous avez créés.
Merci, Ivana. Deuxième question. Doit-on faire la mise à jour des crédits d'impôt des employés? Oui, une fois que vous aurez, donc avant de poster votre premier chèque de paye pour 2025, mettez bien manuellement à jour les crédits d'impôt des employés. Merci, Ivana. Si on a fait la mise à jour 2025, on est obligé d'ouvrir la nouvelle année car l'exercice 2025 a commencé de juillet 2024 à juillet 2025. Alors, si votre exercice 2025 va de juillet 2024 à juillet 2025, donc déjà, vous pouvez installer le logiciel 2025, ça ne pose pas de problème, ça ne changera rien au niveau de vos dates. Et c'est vraiment en fait votre année civile qui va commencer au 1er janvier. Mais ça ne changera rien au niveau de vos dates. Après, pour l'installation du logiciel, vous devriez travailler dans le logiciel 2025. Est-ce que c'est toujours mieux de travailler dans la version actuelle du logiciel? Et un petit rappel aussi, au niveau du support et au niveau des articles de support que nous créons, le logiciel 2024 ne sera plus supporté au niveau du support. On va vraiment travailler qu'avec le logiciel 2025. Merci, Ivana. Est-ce que les mises à jour s'appliquent dans la matrice des paramètres paye, salaire ou je dois cocher manuellement? Alors, la mise à jour, en fait, tout ce qui est calcul en arrière-plan pour l'assurance emploi, parce qu'il me semble que les taux d'assurance emploi vont changer, au niveau des crédits, tout ça va changer. Tout ce qui est en arrière-plan, donc les pourcentages d'assurance emploi, les pourcentages les calculs de la régime des rentes, tout ça se fait automatiquement, à part les crédits d'impôt que vous devez mettre à jour par vous-même. Ivana. Et si la dernière paye est payée début janvier, on attend début janvier? Donc, si la dernière paye, donc si par exemple la période de paye est la dernière des semaines de décembre, mais que le chèque de paye est payé le 2 janvier, C'est dans ça. ce cas, ouais, dans ce cas, normalement, donc, vu que le chèque de paye, la date de transaction va être début janvier, c'est un chèque de paye qui apparaîtra sur les T4 2025, puisque la transaction sera postée en 2025, et donc il doit être soumis aux taxes et aux impôts 2025. Donc vous devez bien mettre à jour et installer 2025.1 avant de poster ce chèque de paye. C'est vraiment la date de transaction qui est tenue, qui en fait est importante au niveau du système. Merci, Ivana. Puis-je générer le rapport RGAP autant de fois que je le souhaite? Oui, mais seulement après que tous les chèques de paye de l'année aient été postés. Mais vous pouvez aller dans le rapport et le réimprimer absolument autant de fois que vous le souhaitez. Mais du coup, si vous allez actuellement dans ce rapport et que vous lisez les informations, mais que vous n'avez pas posté tous les chèques de paye de l'année, le logiciel vous indiquera probablement que vous avez une centaine de dollars d'écart, alors que pas du tout. C'est juste que le système attend que tous les chèques de paye de l'année soient calculés, parce qu'au niveau du calcul de la régime des rentes, le nombre de périodes de paye est inclus dans le calcul. Donc, si le nombre de périodes de paye ne correspond pas au nombre de chèques de paye donnés, ce calcul est incorrect. Et donc, le système indique qu'il y a une erreur alors qu'il n'y a pas d'erreur de prélèvement. C'est vraiment une erreur de calcul du système. Merci, Ivana. Pour la période du 15 au 28 décembre, qui sera payée le 3 janvier 2025, on doit utiliser les crédits personnels de 2025 ou ceux de 2024? 2025, parce que le chèque de paye sera posté, daté en 2025. Donc, il comptera pour les T4 et relevé en 2025. Prochaine question, pratiquement répondu. Je ne pense pas qu'on ait oublié un moment, s'il te plaît. Je trouve pas d'autres questions. On a pratiquement répondu à toutes les questions. Je vais voir s'il y en a. OK. Comme le taux CLST, je Mhm. te reviens. L'actualisation des crédits d'impôt, si l'employé est à zéro, cela cause-t-il problème? Alors, si actuellement il est à zéro,
en fait, c'est probablement qu'il est surtaxé. Donc, l'employé aura un remboursement l'année prochaine si le crédit d'impôt est actuellement à zéro. Normalement, il y a une exception de base où à peu près les 15 000 premiers dollars ne sont pas taxés pour l'employé. Donc, si il n'a pas cette exception, il y aura probablement un petit remboursement pour l'employé au mois de mai quand l'employé aura fait ses déclarations. Merci, Vanna. C'est quoi la différence entre les logiciels Sage 50 Comptabilité et Sage 50 Canada? Il n'y en a pas. La différence, alors si vous avez bien dans le nom Sage 50, donc c'est bien le même logiciel. Vous avez Sage 50 Comptabilité, vous avez Sage 50, pendant un temps c'était Sage 50 Cloud. Donc c'est bien Sage 50 Canada, c'est le même logiciel. Après, on a un autre logiciel qui s'appelle Sage Comptabilité, qui lui est un autre logiciel qui est entièrement en ligne. Donc c'est vraiment un logiciel qui est entièrement sur le nuage et qui est différent de Sage 50. Donc ce qui est important, c'est vraiment la partie Sage 50 du nom. Si c'est Sage 50, c'est le même logiciel. Si c'est juste Sage Comptabilité, là on est sur un autre logiciel qui est en ligne. D'accord, merci. Là, j'ai une autre question. Depuis quelques jours, le programme Sage se ferme automatiquement sans arrêt sur l'ordinateur principal. Le logiciel Sage est le logiciel de 2025. Je pense qu'elle veut dire la mise à jour est déjà celle de 2025. La résolution de problème me recommande de supprimer le logiciel et de le relancer. Cela m'inquiète. Avez-vous un conseil à me donner? Merci. Alors, si vous êtes inquiète, pensez bien à faire une copie de sauvegarde de votre fichier. Donc, toujours important. Et surtout, retenez bien où vous avez fait cette copie de sauvegarde. Et ensuite, vous pouvez donc désinstaller le logiciel, le réinstaller. Et normalement, ça n'affectera absolument pas vos données. La seule chose, c'est pensez bien à avoir vos codes d'activation pour réactiver le logiciel s'il ne se réactive pas automatiquement. Mais désinstaller, réinstaller le logiciel ne devrait pas affecter vos données du tout. Mais par sécurité, faites une copie de sauvegarde. Merci. Prochaine question. RRQ et RRQ2, c'est quoi la différence? Alors, en fait, le RRQ2, c'est une nouvelle taxe du gouvernement depuis le 1er janvier 2024 et c'est pour les employés qui ont atteint leur maximum de RRQ. Donc, quand ils ont atteint le maximum, il y a un autre montant de taxes qui s'ajoute par-dessus. Donc, actuellement, c'est un pourcentage à peu près 188 dollars par an. C'est en fait la même chose, c'est le RRQ, mais sous un autre nom qui étend un peu la déduction du RRQ. Mais c'est vraiment, ça ne concerne que les employés qui ont atteint le maximum de RRQ au niveau de l'année. Et automatiquement, le logiciel, une fois que le maximum RRQ est atteint, le logiciel va commencer à calculer le RRQ2. Et c'est la même chose pour le RPC. Une fois que le maximum du RPC est atteint, le RPC2 va se mettre à se calculer automatiquement. Et c'est vraiment une limite à 188 dollars pour l'année 2024. Merci, Vanna. La prochaine question. Si la paie se termine le 5 janvier pour les derniers 14 jours, est-ce que cela comptera sur les T4 2024 ou ceux de 2025? 2025. C'est vraiment la date de transaction du chèque de paye qui va compter. Et si la période de paye se finit au 5 janvier, à mon avis, donc c'est le chèque de paye sera payé plus tard. Donc ça comptera pour les T4 2025. Hmm. Bon, j'ai une dernière question, je pense. Comment ajuster, exemple, le RRQ s'il n'est pas exact pour ne pas recevoir d'avis d'ajustement du gouvernement? Alors ça, donc ça va être une question. Alors techniquement, ce qui pourrait être fait dans le meilleur cas possible serait de poster le dernier chèque de paye de l'année. Et si le dernier chèque de paye de l'année correspond au nombre de périodes de paye, avant de donner ce chèque de paye à votre employé, vous pouvez vérifier le rapport RGAP et vérifier s'il y a un écart. Si le nombre de chèques de paye et le nombre de périodes de paye sont les mêmes et que vous voyez un écart,
potentiellement, vous pouvez réajuster les derniers chèques de paye que vous n'avez pas encore donnés à votre employé. Mais c'est vraiment, il va falloir déjà avoir posté posté ce chèque de paye dans le logiciel et potentiellement vous pouvez l'ajuster une fois que le logiciel calcule correctement puisque vous avez le bon nombre de chèques de paye. Et à ce moment-là, vous pouvez donc réajuster la dernière transaction, l'imprimer ou faire un dépôt direct et le donner à votre employé. Ça serait la meilleure possibilité, la meilleure manière de fixer ce problème. Si ce n'est pas possible, vous avez déjà donné ce chèque de paye à votre employé. À ce moment-là, il va falloir consulter un comptable pour que votre comptable vous indique comment faire. Et c'est probablement en fait en faisant un surplus de paiement au gouvernement pour être sûr que vous n'avez pas en fait un sous-paiement, mais à vérifier voilà, avec un comptable agréé pour que eux vous donnent les meilleurs conseils au niveau des paiements. Merci. Dernière question. Est-ce que c'est seulement pour l'année 2024 qu'on doit terminer la paie avant de changer pour 2025 ou ce sera pour toutes les prochaines années? C'est pareil pour toutes les prochaines années. Par exemple, donc si vous démarrez l'année civile 2025, il faut avoir fini de poster les chèques de paye 2024. L'année prochaine, avant de démarrer l'année civile 2026, il faudra avoir fini de poster les chèques de paye 2025. Mais ça vraiment, ça ne compte que sur l'année civile. Donc, si vous devez commencer votre nouvel exercice 2026 parce que votre exercice va du 1er mars 2025 au 28 février 2026, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez commencer l'exercice financier sans aucun problème. C'est vraiment au niveau de l'année civile que vous avez, qu'il faut rester en fait dans la même année civile que le chèque de paye où vous êtes, que l'année de paye où vous êtes. Merci. Avec plaisir. J'ai une dernière question, si ça ne te Oui, dérange pas. du Est-ce que tout. je peux modifier la paie avant de l'enregistrer? Alors, le chèque de paye, vous modifiez un chèque de paye avant de le poster. Dans ce cas, oui, avant de poster un chèque de paye, vous pouvez, si vous le souhaitez, donc ajuster. Vous avez un icône sur le chèque de paye en haut où vous pouvez réajuster les montants pour entrer les montants manuellement. Donc, ce n'est valide que si vous ouvrez la fenêtre de chèque de paye et non les chèques de paye en série. Donc vraiment sur la fenêtre de chèque de paye, vous pouvez ajuster manuellement les montants. Mais attention avant d'ajuster, c'est vraiment vérifier bien que vous savez quel ajustement vous faites. Demandez à votre comptable peut-être de vous donner les ajustements que vous devez faire, parce que vous ne voulez pas créer de problème dans votre fichier. Merci. J'ai une dernière question, si tu peux encore. Tout à fait. Lorsque je fais une paie, c'est impossible de modifier la RAQ. Alors, c'est le taux de RRQ qui est prélevé automatiquement. En fait, si vous allez sur... attendez, je vais retourner dans le logiciel. Quand vous faites, en fait, donc c'est pas possible si vous utilisez la fonction chèque de paye en série, mais si vous utilisez la fonction chèque de paye, donc vous prenez, attendez, je vais mettre un employé qui arrête RRQ. Alors, donc j'ai un montant ici, automatiquement les impôts, le RRQ se calculent. Donc il se trouve que cet employé a déjà atteint son maximum de RRQ, mais il a le RRQ2 qui s'ajoute. Donc ici, effectivement, c'est grisé, mais vous avez un icône avec une petite main orange en haut qui permet d'entrer ces montants manuellement et vous pouvez les ajuster si vous cliquez dessus. Et après, donc, vous pouvez soit choisir entre le calcul automatique. Calcul automatique est ce que vous devriez faire si le logiciel est bien paramétré correctement. Mais si votre comptable vous indique que vous avez un montant à modifier, vous pouvez le modifier avec la petite main, ici, le petit icône de modification manuelle ici. Voilà. Et du coup, bah, je pense que ça va être la dernière question parce qu'on arrive à la fin du temps imparti.
Et je vous remercie à tous d'être venus aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller bien dans notre centre de ressources. Dans notre centre de ressources et dans le centre de fin d'année pour accéder à vos réponses. Et comme je disais, donc, si vous avez des questions par rapport aux étapes que je vous ai montrées aujourd'hui, cette présentation va être téléversée un peu plus tard et vous aurez accès directement en ligne pour la revoir. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Voilà.